Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée sur Alizé Télévision. Merci de nous accueillir chez vous en ce mardi 23 août. À quelques semaines de la rentrée universitaire, certains étudiants bouclent les derniers préparatifs avant leur départ vers l'un des campus de l'Hexagone. Le parcours de beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui décident de quitter l'archipel pour la suite de leurs études. Un éloignement familial qu'il s'agit de bien préparer pour éviter les déconvenues. Pour les accompagner dans cette démarche, l'AGEG, l'Association des jeunes de Guadeloupe, tient des permanences durant la semaine à la Cité des métiers au Rézé. Yoann Charpentier-Titi s'y est rendu ce matin. Bonjour. Alors je viens justement pour voir pour les aides en question. Donc j'ai vu qu'il y avait des aides au logement, propositions d'aide au logement, et je voulais savoir s'il y avait différentes aides pour les boursiers également. Donc je voudrais un peu plus d'informations. Comme de nombreux jeunes de son âge, Swain débutera dans quelques jours des études supérieures. Une inscription à l'université qui implique quelques démarches à effectuer, parmi lesquelles la recherche d'un logement. C'est précisément pour cela que le jeune homme de 18 ans s'est rapproché de l'Association des jeunes de Guadeloupe. J'ai sauté sur l'occasion car je suis un jeune Guadeloupéen qui est en recherche d'aide pour pouvoir financer ses études. Donc je me suis dit, c'est au pas de chez moi, pourquoi ne pas venir? Problème pour Swain, le jeune Abimien est inscrit à l'IUT de Saint-Claude et l'association dispose de moins de solutions pour les jeunes qui poursuivent leurs études en Guadeloupe que pour ceux qui rejoignent l'Hexagone ou le Canada. Ce sera peut-être difficile parce qu'en général, on n'est pas sous les couches de Guadeloupe, sur les tours de métropole. Donc c'est vraiment pour les jeunes qui partent à l'extérieur. Qui sont loin de maman, papa, de la famille, voilà. Les aides au logement sont essentiellement pour ceux qui partent vers l'étranger malheureusement. Donc pour ceux qui restent ici, c'est un peu moins dominant, mais il reste encore quelques aides, c'est-à-dire qu'on va me mettre avec des intendants, on va chercher quelques relations pour trouver de bons appartements ou de bons logements. Mais sinon, au niveau aide financièrement ou aide au logement pour ceux qui restent ici faire leurs études, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas énormément ici. Je pense que c'est le seul bémol. Nous l'aurons bien compris, l'aide au logement constitue le nerf de la guerre. Grâce à nos partenariats avec les CROUS d'Hexagone, on peut leur faire passer sur liste prioritaire, c'est-à-dire en tête de liste d'attente. Donc dès qu'il y a des logements qui se libèrent, ils ont une réponse directement du CROUS. Sinon, en parallèle, nous faisons aussi des recherches de logements en fonction du secteur où ils vont, de l'établissement et des moyens financiers qu'ils ont pour le logement. D'autant plus que le calendrier commence à être serré. Ça commence à être un petit peu tard, mais on fait le maximum pour trouver un logement au maximum de personnes parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour pouvoir commencer des études quand on part de chez soi surtout. C'est vrai que c'est un peu tard, mais il y a toujours possibilité de trouver un logement dans les derniers délais. Outre le logement, l'AGEG propose également d'autres dispositifs pour un départ et surtout une arrivée réussie, notamment par le biais d'un référent, en clair, un jeune déjà installé qui distillera de précieux conseils aux nouvel arrivants et facilitera son intégration dans sa nouvelle ville. Chaque année, l'AGEG aide plus de 2000 jeunes et compte plus de 1500 nouveaux adhérents. Une grande famille en somme. Une solution aux problèmes récurrents d'alimentation en eau potable des habitants des grands fonds et des zones en hauteur du Gosier se profile peut-être. Afin de renforcer son réseau, le SIEG a fait appel à la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Cette dernière aurait accepté de détourner une partie de la production d'eau potable de l'usine de Desvarieux vers le réseau du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. En plus de ce renforcement de sa capacité de distribution, le SIAG a décidé de mettre à contribution tous ses clients en solidarité avec ceux privés d'eau et de procéder à des délestages sur l'ensemble de son réseau. Des mesures que la direction de la structure présentait hier à la presse. Reportage Eddie Elatré. Le mécontentement et le ras-le-bol de certains abonnés de l'eau au Gosier, il y a une quinzaine de jours, n'avaient pas manqué de marquer les esprits. Ces plaintes et ces réclamations ont finalement entraîné des prises de décision afin d'apporter des solutions provisoires. Au SIAG, si on est conscient des coupures d'eau que génèrent actuellement les travaux de rénovation de l'usine de Des Hauteurs à Sainte-Anne,
il fallait se pencher sur ce dossier en envisageant de se raccorder au réseau de Desvarieux. Nous avons demandé dans un premier temps à la CNGT, avec l'unité de production qu'ils ont à Desvarieux, de nous alimenter en zone limitrophe entre Saint-François et le Moule. Donc cette opération-là est en cours depuis la semaine dernière. Elle devrait se terminer fin de semaine et on espère, le plus tôt possible, puisqu'on est tributaire d'un certain nombre de contrôles de la qualité de l'eau avant de la livrer aux clients. Donc on est tributaire encore de ces contrôles-là. Donc les opérations de stérilisation, de rinçage sont en train de se faire, mais on a obligation d'avoir le retour des contrôles de l'ARS pour donner de l'eau aux gens. Le décor est donc planté pour apaiser les esprits. Les tours d'eau que l'on connaissait jusque-là sur le territoire du SIAG seront simplement étendus à toute la Guadeloupe. Les tours d'eau informels que nous avons menés jusqu'à présent doivent se formaliser aujourd'hui. C'est l'ensemble de la population de la Guadeloupe qui doit subir maintenant ces tours d'eau pour permettre de mieux alimenter les communes qui se situent en fin de réseau, c'est-à-dire Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Il y a la situation particulière de la zone des Grands Fonds, tant Gosier que Sainte-Anne, qui souffrent depuis des décennies d'eau. Nous n'avons pas la prétention d'améliorer leur quotidien de façon permanente. Par contre, les opérations de délestage qui se situeront tant sur les abîmes que sur Capesterre que sur le reste de la commune du Gosier viendront améliorer également leur quotidien pendant ces opérations de délestage. C'est donc la solution, un raccordement à Desvarieux et des tours d'eau élargis. Reste à savoir si ces efforts s'avéreront suffisants pour combler cette pénurie d'eau de moins en moins bien vécue au sein de la population guadeloupéenne. La saison des cyclones tropicaux se poursuit jusqu'au 30 novembre et entre-temps, la population est invitée à se préparer à l'éventualité du passage d'un ouragan. Il s'agit de pouvoir pallier les conséquences éventuelles dans la distribution d'eau ou d'électricité, mais également les difficultés de déplacement. Dans une région où le risque cyclonique fait partie des habitudes, sommes-nous réellement préparés à la survenue d'un phénomène cyclonique ? Muriel Barlagne est allée poser la question dans quelques foyers. Reportage. Pensez à élaguer les arbres qui peuvent être gênants, préparer un kit d'urgence. Les personnes interrogées sont plutôt au fait des réflexes à avoir pour se préparer au passage d'un cyclone. Et certaines ont déjà fait le nécessaire. Il faut avoir une lampe à pile, un radio à pile, avec des piles, surtout quand on prend le courant, l'électricité. Il faut s'équiper. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà acheté, vous ? J'ai une pile, la radio. On se fait toujours des petites réserves, surtout d'eau, de nourriture, enfin des boîtes de conserve. Bon, enfin, on ne prend pas des tonnes non plus, mais on a toujours une réserve. Et on fait un roulement comme ça. C'est-à-dire que si on prend un pack d'eau, j'ai toujours au moins 4 packs d'eau à la maison pour on est 2 personnes. Donc ça fait pas mal quand même. Dès que la période cyclonique arrive, bien sûr, on pense à faire des réserves de légumes secs, de quoi tenir une semaine. Un petit peu d'eau potable, de la javel, des pansements éventuels. Pensez aussi aux autres qui n'ont pas pu se préparer et pouvoir secourir des voisins. Donc surtout élaguer si possible au maximum notre végétation si on peut la rabattre un petit peu. Et bien consolider, attacher tout ce que l'on a dès que l'on nous donne l'alerte. Donc avoir sous la main tout ce qu'il faut pour intervenir en cas d'alerte maximum. Mais pour d'autres, pas question de se ruer dans les supermarchés. On se prépare toujours 15 jours à l'avance. C'est-à-dire on ne stocke pas des aliments. Si un arbre qui se jeune, on le coupe. Alors, mais comme il y en a une là, je dois le couper. Des préparations, je n'en fais pas. Comme tout le monde, moi j'ai une réserve d'eau qui est normale, c'est l'eau qu'on consomme. Aller en magasin, dévaliser, non, on n'a pas cette habitude. On croit sincèrement que
il nous arrivera rien, on reste positif et on fonctionne comme ça. La saison cyclonique a débuté au mois de juin. C'est le moment d'être vigilant. Le mieux est d'éviter de s'y prendre à la dernière minute. André Constant, l'un des dirigeants historiques du Parti communiste martiniquais, est décédé hier à l'âge de 88 ans. Ce militant communiste de la première heure s'est engagé dès l'âge de 19 ans à l'Union de la jeunesse républicaine de France avant de rejoindre le Parti communiste. Et l'on apprend aujourd'hui le décès d'un autre militant communiste, le Guadeloupéen Dunière Thalys, membre éminent du Parti communiste guadeloupéen. Il était aussi l'une des plumes du journal Les Nouvelles Étincelles. Il a été l'un des compagnons de route de l'ancien député saint-anais Égésie Pibéné. Dunière Thalys était également footballeur, entraîneur et président de la Juventus de Sainte-Anne. Il est décédé à l'âge de 77 ans. Des nouvelles de Rachid Rafa, ce présumé djihadiste qui s'était volatilisé fin juillet dernier de la commune du Morne-Rouge en Martinique. Il a refait surface, arrêté dimanche soir par les gendarmes à proximité même du lieu où il était placé en résidence surveillée. L'homme a été mis derrière les barreaux. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité. Dans la grande région, à la Dominique, une bourse a été créée par un opérateur privé en faveur d'étudiants dominicains. Nous verrons qu'une nouvelle liaison aérienne a été ouverte entre Haïti et la République dominicaine. Mais avant, escale à la Martinique qui accueillera bientôt des vols directs depuis Francfort. C'est notre rendez-vous Caraïbes. Pour la première fois, la compagnie aérienne allemande Condor volera à destination de la Martinique. À partir du 6 novembre 2016, Condor reliera Francfort à Fort-de-France via un vol direct, assuré tous les dimanches par la suite. Avec cette nouvelle desserte, la compagnie charter basée en Allemagne élargit son réseau qui compte pour l'heure 17 destinations à travers la Caraïbe. L'information a été publiée par European Aviation. Le premier vol Francfort-Fort-de-France décollera le dimanche pour la Martinique. Le vol retour est programmé tous les lundis matins du Lamentin avec une escale à Tobago avant de relier Francfort. Durée approximative du vol, 9h55. Cette grande première s'effectuera à bord d'un Boeing 767-300 comprenant 3 classes, économie, premium et business. Le site internet du groupe ne manque pas de vanter les mérites de la Martinique et notamment son rhum agricole, les plages, les balades et son île voisine, la Guadeloupe, sont également cités. Range Developments, le développeur de projets de luxe dans la Caraïbe, vient d'annoncer la création de 50 bourses de 1 000 $ chacune pour les étudiants de l'île de la Dominique pour les aider à payer leurs études. Le ministre de la Planification, du Développement économique et de l'Investissement, Colin McIntyre, a fait part de sa grande satisfaction de voir sa population formée aux standards internationaux. Range Developments a récemment commencé les travaux de construction du Cabrit Resort Kempinski, un hôtel de 160 chambres dans la baie de Douglas, près de la ville de Portsmouth, dans le nord de la Dominique. C'est le premier programme d'investissement pour la citoyenneté. Comprendre que les investisseurs peuvent obtenir la citoyenneté du pays en achetant des parts sociales dans une société dominicaise pour un montant minimum de 220 000 $ US. Ce montage est très répandu dans la Caraïbe et aux États-Unis et permet d'encourager l'investissement étranger direct. Outre les avantages financiers qu'ils peuvent obtenir, les investisseurs bénéficieront d'un passeport dominicain qui leur permet d'avoir accès sans visa à plus d'une centaine de pays. Pawa Dominicana est devenue la première compagnie à assurer la liaison Haïti-République dominicaine à partir de l'aéroport international dominicain Las Américas. Désormais, les personnes qui voyagent de l'autre côté de l'île, pour affaires notamment, ne sont plus obligées de débarquer à l'aéroport international La Isabela Dr Joaquín Balaguer, situé à 10 km au nord-ouest de la capitale, pour rejoindre Santo Domingo. Le ministre du Tourisme d'Haïti, Didier Hippolyte, informe accueillir à bras ouverts cette nouvelle ligne qui va, selon lui, contribuer un peu plus à repositionner Haïti sur la carte du tourisme mondial. Pour l'officiel haïtien, l'arrivée de la compagnie dominicaine est un grand pas vers la confirmation d'Haïti comme étant une multidestination caribéenne et ouvre la porte à l'essor de son développement touristique. C'est cet après-midi que les 200 pensionnaires de la cité scolaire d'excellence sportive du CREPS
feront leur rentrée bien avant les autres collégiens et lycéens. Ces jeunes sportifs entament une année scolaire partagée entre leurs pratiques sportives et une scolarisation adaptée aux exigences de leur sport. Avant qu'il n'accueille sa promotion 2016, Éric Pommier est allé rencontrer Charles Dumont, le directeur du CREPS. Il dresse le bilan des 6 premières années d'exercice de la cité scolaire d'excellence sportive. La cité scolaire a déjà réuni l'ensemble des enseignants pour cette pré-rentrée, sous l'autorité de Madame Chantal Cusset, qui est la proviseure. Et dès demain, tout le monde part au combat pour une nouvelle saison scolaire et sportive, qui au lendemain des Jeux de la Rio dynamise à la fois les sportifs et puis l'encadrement pédagogique et technique. Alors, le dispositif qui a été mis en place au CREPS, avec l'installation d'un collège et d'un lycée, qu'on appelle la cité scolaire d'excellence sportive, est unique. Il n'y a pas d'autres établissements similaires sur l'ensemble du territoire national. Les résultats qu'il produit tous les ans sont exceptionnels. 100% de réussite au brevet des collèges ainsi qu'au baccalauréat. C'est vraiment une réussite totale. Donc nous pouvons qu'être satisfaits de ce projet qui était lancé à titre expérimental et qui aujourd'hui fonctionne à plein régime et en totale efficacité. Non, pour l'instant, nous avons 18 pôles sportifs qui couvrent l'ensemble des pratiques sportives sur le territoire. Je pense qu'on n'en laisse pas énormément sur le bord de la route. En tous les cas, nous accueillons des structures organisées, validées par leur fédération. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en capacité optimale. C'est-à-dire que nous privilégions bien sûr à chaque fois le développement du double projet, à la fois sportif, mais aussi scolaire, car au-delà des sportifs, nous formons des hommes et des femmes qui demain devront prendre les rênes de nos sociétés. Donc qu'ils soient l'élite de notre société de demain, voilà notre objectif. Parlons sport toujours, cyclisme avec le Tour de la Guyane. Sachez que Kéliane Duro conserve son maillot jaune à l'issue de la 4e étape qui s'est courue aujourd'hui entre Sinnamary et Saint-Laurent-du-Maroni. Une étape remportée au sprint par le Guadeloupéen Cédric Ramotte devant le Guyanais Marc-André Buzaré de l'USL Montjoly et le Martiniquais Michael Laurent. Cette étape a été marquée par une grosse chute à l'arrière du peloton, impliquant une dizaine de coureurs. L'un des coureurs touchés a dû être évacué en ambulance. Marcher quotidiennement avec des baskets ne comporte pas de risque si tant est que vous preniez le soin de bien choisir chaussures à vos pieds. Pour chaque morphologie de pied correspond une paire de baskets, alors prenez le temps de choisir celles qui vous iront le mieux et si possible, faites appel à un spécialiste. Reportage Éric Pommier. En fait, tu vois, la trace que tu as sur ta chaussure là, ça veut dire que ton pied fait ce qu'il veut dans la chaussure. Tandis que là, avec la paire de sandales qu'on te propose, ton pied est mieux soutenu. Mathieu a 16 ans et comme tous les jeunes de sa génération à l'approche de la rentrée, il était de rigueur pour lui de penser à acheter de nouvelles chaussures. Bien sûr, il s'est orienté vers des baskets. Passer voir un expert a été cette fois indispensable. Mathieu a pris conscience de quelques problèmes causés par une chausse jusque-là aléatoire. Depuis que j'ai commencé à mettre des chaussures, j'ai appris maintenant que les chaussures que je mettais me détruisaient le pied, enfin d'après ce qu'on m'a dit. Notre priorité déjà, c'est de bien comprendre. Pourquoi? Comprendre quoi? De comprendre le pied. Quel type de pied que ces enfants-là ont. S'ils ont un pied plat, s'ils ont un pied creux ou s'ils ont un pied fusio. Fusio, ça veut dire c'est un pied normal. Et à partir de là, on a la borne qui est là, qu'on appelle une plateforme de pression. La plateforme de pression, son rôle justement, c'est de scanner le pied. Ronnie Brut, expert de la basket mais surtout du pied, rencontre souvent ce type de clients car les jeunes, phénomène de mode oblige ou code vestimentaire de rigueur aujourd'hui, ne jurent que par les chaussures de sport en tout genre. Encore faut-il tenir compte de plusieurs critères pour rendre forte la santé du pied, un paramètre trop souvent négligé. Pendant la marche, on va créer justement 2 fois le poids du corps sur une jambe à chaque fois. Alors vous comprenez que ça va faire très mal aux articulations après une longue journée. Le pied est très complexe, il comporte 28 petits os, autant d'articulations et une multitude de ligaments et autres petits vaisseaux sanguins. Pourtant, son architecture a très bien fonctionné jusqu'au jour où la mode des baskets portées tous les jours est apparue. En fait, la basket est trop confortable, le pied s'habitue au confort et à la souplesse de la semelle, ce qui lui fait perdre ses propres qualités d'amortissement. Le pied s'affaisse et perd de sa ténacité. Les capitons plantaires qui permettent d'amortir les chocs au sol ne sont plus stimulés, on les perd progressivement
et irréversiblement. Mais à choisir entre des chaussures de ville pas forcément adaptées et des baskets, le choix selon la spécificité de nos sols serait plus raisonnable. Alors marcher avec des baskets, ce serait l'idéal pour nous. Mais bon, on n'est pas encore arrivé à ça, c'est un peu dommage. Mais petit à petit, c'est en train de venir pour que les gens puissent être bien chaussés en basket. La chaussure de sport, un marché bien dans ses baskets. En 2015, on l'a croisé à tous les coins de rue, au pied des sportifs, aussi au pied de Monsieur Tout-le-Monde. La basket a le vent en poupe. En un an, les ventes de chaussures de sport se sont envolées de 12%, portant le chiffre d'affaires de ce segment à 2,7 milliards d'euros, soit près de 30% du marché global de la chaussure en France. La communauté d'agglomération La Riviera du Levant a décidé d'équiper certaines zones des communes de son territoire en points Wi-Fi gratuits et sécurisés. Ce sera le cas d'ici peu à la Désirade, puis au Gosier, et c'est déjà chose faite à Saint-François et dans le bourg de Sainte-Anne. Pour le constater, Johan Charpentier-Titi s'est rendu dans la ville de Sainte-Anne. Reportage. Là, je vais sur mon téléphone, je vais dans Paramètres, j'active mon Wi-Fi, je cherche la connexion de Sainte-Anne, la Wi-Fi de Sainte-Anne que la ville a mis en œuvre, et on la trouve pas. Bon, pour la plage du bourg, c'est raté. Parcouru en long, en large et en travers, impossible de trouver ce fameux réseau Wi-Fi gratuit. Déçu, je me dirige donc vers la place Schellcher et là, bingo, le hotspot installé par la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant apparaît. Un clic pour accepter les conditions générales d'utilisation et c'est parti pour 30 minutes de connexion gratuite, renouvelable à souhait. Mais force est de constater qu'il n'y a pas foule sur la place, contrairement à la plage, et personne ne semble utiliser ce hotspot Wi-Fi. Les Sainte-Annais seraient-ils hostiles à la technologie? Oui, je savais déjà qu'on pouvait le faire. Je n'ai pas encore fait, mais j'ai l'intention d'utiliser. J'ai entendu parler de ça par mes potes, mais après je suis pas trop au courant de ça parce qu'en fait, moi, j'ai Internet chez moi. Même sur mon téléphone, j'ai Internet, donc du coup, voilà. Après, bon, si ça peut en faire profiter les autres de la Wi-Fi et tout, donc tant mieux. Ah, nous voilà rassurés, d'autant plus que l'installation des hotspots Wi-Fi est dans sa première phase et plusieurs autres points devraient être installés dans les mois à venir. Ce qui a été ciblé dans un premier temps, ce sont les places publiques, essentiellement les places qui sont adossées aux mairies, aux hôtels de ville, les plages qui ont la plus grande fréquentation, mais également des espaces de grande fréquentation comme on peut le voir par exemple à Désirade ou à l'embarcadère par exemple. On attend d'ici la fin septembre les prochaines zones qui nous seront proposées par les communes, vraisemblablement pour un chiffre équivalent, mais on va aller au fur et à mesure jusqu'à avoir une couverture la plus large possible du territoire. Du haut débit accessible au plus grand nombre, soit, mais qu'entend la communauté d'agglomération par haut débit? Alors le haut débit, si vous voulez, je préfère ne pas m'avancer sur des données chiffrées. Parce que précisément, vis-à-vis des relations qu'on a avec les opérateurs et entre ce qui est annoncé et qui se retrouve véritablement en ascendant ou en descendant sur le territoire, on a parfois des décalages. Donc l'idée, c'est d'installer déjà les tuyaux, entre guillemets, et de voir ensuite comment, véritablement, par rapport au nombre de personnes qui se connectent, les mesures qu'on va pouvoir prendre et voir à les améliorer. Quoi qu'il en soit, la Riviera du Levant démontre une volonté de s'inscrire totalement dans la modernité. Outre les hotspots Wi-Fi, il s'agira aussi pour la communauté d'installer des bornes numériques pour rendre définitivement accessible Internet à tous. L'onde tropicale qui était située ce matin à 700 km au sud-est des îles du Cap-Vert a été classée hier soir tempête tropicale dénommée Gaston. Le phénomène engendre des vents soutenus de l'ordre de 85 km/h et des rafales atteignant les 105 km/h. Gaston pourrait passer en ouragan de classe 1 d'ici demain, mais devrait rester éloigné de l'arc antillais. L'onde tropicale 99L, située à l'est de l'arc antillais, progresse vers l'ouest et devrait emmener une dégradation progressive du temps d'ici ce soir. Le National Hurricane Center conseille aux habitants du nord-est de la Caraïbe et des Bahamas de rester attentifs à l'évolution de ce phénomène dans les prochains jours. Les îles des Petites Antilles, les îles Vierges et Porto Rico pourraient connaître des inondations et des crues soudaines selon le NHC.
Un point sur la météo pour aujourd'hui. Avant l'arrivée du mauvais temps prévu à partir de ce soir, le soleil se montre bien présent cet après-midi. Quelques gouttes sont possibles sur les îles des Saintes et aux environs de Pointe-à-Pitre. Bonne qualité de l'air annoncée et qui se confirme avec un indice Atmo de 3 pour aujourd'hui. Dans un instant, plus d'infos dans le journal national et international. Je vous souhaite bon appétit. Rendez-vous ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.